Dans toute histoire, il y a des caractères secondaires qui disparaissent au profit des caractères primaires, un peu comme Frodon Sakay a eu Samwise Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, et bien Emmanuel de Lascaz a eu son fils Emmanuel Ponce de Lascaz. Lorsqu'au début, on a commencé à évoquer le colloque, Charles-Éloi Vial m'a dit « On connaît le scribe, mais le scribe du scribe, on ne le connaît pas ». Effectivement, en fait, il est complètement dans l'ombre de son père. On le voit apparaître en filigrane. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de vraie biographie sur ce personnage. Pour retracer sa vie, il faut soit lire les panégyriques qui sont écrits en 1854 lors de sa mort, ou alors parcourir les différentes biographies de Lascaz. Il apparaît quasiment jamais sur les tableaux, à part quelques gravures du mémorial. Ici, c'est l'une des rares représentations où il est représenté. Donc, c'est le 18 juin 1800 qu'Emmanuel Ponce Dieudonné de Lascaz naît à Saint-Méance, dans le Finistère. Fils d'Henriette et Emmanuel de Lascaz, le mariage et l'histoire de cette cellule familiale n'est pas banale, donc c'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel Ponce, beaucoup de mal à savoir si on l'appelle Emmanuel Ponce, le baron, on va jongler avec les termes, pour le distinguer de son père. Donc Emmanuel Ponce naît ainsi 9 mois après un mariage en catimini devant un curé non-jureur lors d'un séjour clandestin de Lascaz en Bretagne entre juillet et novembre 1799. De là, quelques rumeurs sur une filiation pas très nette. Et ça ne sera qu'en octobre 1808 que, d'enfant clandestin, finalement, il connaîtra une reconnaissance administrative puisqu'il sera officiellement enregistré à l'état civil. Pendant sa prime jeunesse, le jeune garçon ne semble pas beaucoup connaître ses parents et est ballotté entre nourrice et ami de son père, tout à son Atlas et à la belle Lady Clavering. Lascaz père est distant mais soucieux de l'avenir de son fils. Il trouve et finance des maisons d'éducation, notamment en 1808. Le jeune homme est placé en pension chez Franz-Joseph Gall, le père de la phrénologie. Plus tard, on y reviendra, mais il gardera cet amour pour cette science qui étudie la bosse des maths, comme vous le savez. À 12 ans, Emmanuel a déjà une bonne éducation et entre au lycée impérial, au collège Louis-le-Grand actuel. Il y consolide ses savoirs et est éduqué, comme tous les jeunes gens de son temps, dans le culte impérial qui va se manifester en 1814. Puisque lorsqu'en mars, la guerre se rapproche de Paris, eh bien, les élèves volontaires forment une compagnie d'artillerie et il va s'enrôler dans cette compagnie. Je vous rassure, ils n'iront même pas sur les barrières de la ville. C'est durant la Restauration qu'Emmanuel, déjeunant tous les dimanches avec son père, que les deux hommes commencent à se connaître, puisqu'ils vont se voir un peu plus. De là vient probablement l'idée de Lascaz de le prendre avec lui comme secrétaire un an plus tard. Dans l'immédiat, il songe à le faire intégrer les gardes du corps du roi, mais là surviennent les 100 jours. Grâce à l'activisme paternel, au mois de mai 1815, Emmanuel Ponce est nommé page de l'empereur, le petit page de Longwood. Lorsque le lendemain de Waterloo, Lascaz propose à son fils de l'accompagner dans la suite de Napoléon, il n'hésite pas une seconde, tant par devoir et amour filial que par goût de l'aventure, probablement un héritage paternel. Au cours de l'exil, père et fils se rapprochent et face à l'adversité, ils vont développer une véritable complicité. Vous avez vu, c'est vrai que Henriette de Lascaz, eh bien, on a du mal à savoir où elle intervient dans tout ça, puisqu'en fait, en 1801, il a été probablement envoyé à son père à Londres, et depuis, on ne sait pas s'il a revu sa maman. C'est donc en qualité de secrétaire de son père que le jeune homme monte sur le Bellérophon en juillet 1815. Peut-être a-t-il déjà des bases d'anglais. Le séjour sur l'île puis au Cap lui permettra d'acquérir un niveau d'anglais correct, probablement supérieur à celui de son père d'ailleurs, et d'entretenir des correspondances très techniques, notamment avec O'Meara. De par son jeune âge, il n'entre pas immédiatement dans l'entourage de l'empereur, déchu qu'il ne côtoie quasiment pas pendant la traversée. À l'inverse, dès les premiers jours de la croisière, on le sait, Lascaz va avoir des relations constantes avec Napoléon. Les dictées vont commencer et dans les premiers temps, Lascaz écoute Napoléon, discute avec Napoléon, court dans sa cabine, redicte tout à son fils qui renote tout et qui va établir les premières copies. Dans un second temps, les choses vont se normaliser. Lascaz va prendre les choses dans une écriture semi-hiéroglyphique. Il va dans sa cabine, il redicte tout à son fils. Et le lendemain, on présente les copies à Napoléon. Tout ça va durer jusqu'au Bryars, puisque c'est au Bryars que Emmanuel Ponce intervient dans tout le travail et est présenté officiellement à Napoléon et va rentrer dans l'intimité de l'empereur.
Le 19 octobre 1815, il est autorisé à rejoindre son père. Le lendemain, il est invité pour la première fois à la table de Napoléon. Les jours suivants, Napoléon s'habitue à la présence du jeune homme, tandis que les problèmes oculaires gênent de plus en plus Lascaz. Et c'est dans la nuit du 5 au 6 décembre 1815 que, pour la première fois, il va prendre une dictée de Napoléon. C'est surtout une fois l'installation à Longwood finalisée qu'Emmanuel devient le secrétaire des séances des discussions entre l'empereur et son père. Les dizaines de pages du journal sont copiées de la fine écriture du jeune homme, on la voit depuis ce matin défiler sur les différents documents qu'on voit passer. Elles deviendront le mémorial, évidemment. À suivre la relation d'Emmanuel, son père a écrit jusqu'au 12e chapitre des campagnes d'Italie, et lui a écrit les 6 derniers. Au moment de l'expulsion, c'est lui qui écrit la fameuse lettre à Scott, mais avant ça, l'empereur avait commencé à le faire travailler sur le consulat, et il avait commencé à récupérer toute une série de notes dans le Moniteur et les ouvrages disponibles à Longwood. Il avait également, Napoléon lui avait apparemment émis l'idée d'écrire, en fait, de lui dicter une vie d'Alexandre le Grand. Une fois admis aux travaux, ce sont des heures de travail qui s'enchaînent pour le jeune homme, qui note mettre invariablement, et en écrivant très vite, 3 heures à copier, ce que Napoléon lui avait dicté en une seule heure. Donc le travail de secrétariat, il l'effectue même malade, parce que ce jeune homme va être malade, toujours sous la tutelle de son père, qui est aimant, mais extrêmement directif. Intense et fatigant, ce travail ainsi que l'ennui jouent probablement sur la santé du jeune homme, qui, à Sainte-Hélène, est fréquemment malade. Il connaît notamment des moments de profond abattement et des fortes palpitations qui nécessitent les soins du docteur O'Meara, et ensuite Baxter et le docteur Barry au Cap. Et d'ailleurs, c'est ce qui va lier d'amitié O'Meara et Emmanuel Pons. C'est tous les soins que le docteur irlandais va lui prodiguer. Lors de l'arrestation, Lascaz craint même une crise de palpitation mortelle. Le docteur Barry au Cap incriminera en réalité les longues heures restées assis et courbés devant sa table à écrire pendant de très longs espaces de temps. Les crises vont disparaître au Cap quand il pourra vivre sa vie d'adolescent issu de l'élite. Je vous en reparlerai. Au fil des dictées, il va rentrer de plus en plus dans l'intimité de l'empereur. On le sait, l'anecdote est connue, il l'appelle « mon fils » et Mason une fois que Napoléon a pris les quelques leçons d'anglais. Et l'empereur va même, à un moment, dire qu'il est le grand-père de cette petite famille d'exilés. En priorité, il reste le secrétaire de son père. La lettre copiée dans la doublure, Charles-Éloi et Pierre viennent de nous en parler, eh bien, elle est de sa main. Il copie aussi la suite du mémorial, un document qui est assez intéressant pour comprendre la différence qu'il y a entre le moment où les choses sont écrites et le moment où elles vont être publiées quelques années plus tard, parce que, eh bien, ils vont s'attacher systématiquement à énormément noircir le tableau de tout ça. Je vais vous en reparler. Donc, au moment de l'arrestation, il recopie eh bien, la fameuse lettre qu'on a déjà vue du 11 décembre 1816, dont un exemplaire est à la BNF. C'est avec elle que père et fils se font représenter. Vous avez d'un côté l'original de la BNF et de l'autre côté la page noircie. Là, c'est la page où est copiée cette lettre. Il n'a eu l'autorisation que d'en copier certains morceaux. Et c'est la version de la BNF, eh bien, il y a les traces tracées par Hudson-Lowe qui montrent ce que le jeune Lascaz a eu le droit de copier. À compter de l'arrestation, Lascaz veut en réalité que son fils retourne en Angleterre pour des questions de santé. Il tente de plaider pour lui alors même qu'il est encore à Sainte-Hélène. Il va tenter également quand il sera au Cap. Et Somerset, le gouverneur Somerset, finira par accepter. Et le jeune Lascaz, Emmanuel Pons, eh bien, va demander à rester auprès de son père. On le sait, les 10 premiers jours de cette détention au Cap sont assez rudes, puis les choses vont s'améliorer, puisqu'ils vont avoir droit à la résidence d'été du gouverneur, qui est à Newland, et là, avec tout le confort, y compris à Tigersberg. C'est moins bien que Newland, mais ils vont avoir une certaine liberté. Et si Lascaz va jouer son Napoléon au Cap, c'est-à-dire qu'il va s'enfermer dans ces différents lieux, eh bien, le jeune Lascaz, lui, va avoir une vie de jeune homme, c'est-à-dire qu'il va rencontrer les filles du gouverneur Somerset, il va leur faire un peu de charme, il va aller au bal, il va apprendre à danser, etc., etc. C'est pour ça que quand, après, en 1840, il publiera ses souvenirs, eh bien, on s'aperçoit que finalement, la détention au Cap était très ennuyeuse, très longue, mais elle n'a pas été si dure que ce qu'on en dira plus tard. Mais tout ça est ponctué par des longues séances de travail, puisque
Lascaz va continuer d'écrire, notamment le mémorandum de sa vie, et tout ça, c'est copié par Emmanuel Pons. C'est finalement en août 1817 que les deux hommes quittent le Cap, et le 17 août 1817, en fait, ils vont adresser une lettre, la dernière lettre du Cap, elle est adressée à Fanny Bertrand. À savoir que les Bertrand, pour les Lascaz, vont être à longueur de temps le point d'entrée de toute leur correspondance. Ils auraient écrit, j'ai trouvé dans une des biographies, près de 300 lettres entre 1817 et 1821 à destination des Bertrand. Emmanuel Pons, on le reverra, mais a eu des relations avec la famille Bertrand assez régulières, et notamment sur ces lettres, eh bien, il va systématiquement écrire des post-scriptums pour Napoléon Bertrand, le plus vieux fils de la famille, avec qui, en fait, il avait une pas si grande distance d'âge, et avec qui, eh bien, ils vont avoir probablement partagé des choses au-delà du drame qui se jouait dans l'île, des choses d'enfants, très probablement. On vient de le voir, hein, le retour en Europe est difficile. Ils vont errer, on a vu toutes les lettres qui sont passées, elles sont toutes écrites quasiment par le jeune Emmanuel Pons, tout ça jusque fin 1819, puisque à partir du moment où il est en Europe, Emmanuel Pons va vouloir retourner à Longwood, il va en faire la demande aux autorités britanniques, qui vont bien entendu refuser, mais cette demande est compensée par le fait de pouvoir rentrer en France sous un nom d'emprunt et reprendre ses études. D'abord à Strasbourg, puis à Paris, il va étudier le droit à Strasbourg, puis à Paris. Il va également étudier toute une série de sciences, physique, médecine, etc. Il renoue avec Gall, encore une fois, et c'est là où il va vraiment s'impliquer dans la Société française de phrénologie. Même en 1832, il va écrire le discours de l'année, et il va s'éloigner de son père, qui va avoir comme secrétaire notamment Henriette et d'autres personnes. La mort de Napoléon, qui instaure le jeune homme trésorier suppléant de son père, le rapproche de la famille qui s'installe à Passy, et Lascaz retrouve ses papiers. À partir de ce moment-là, le jeune Lascaz, encore tout à ses études, va participer dans une certaine mesure aux différentes entreprises de publication. Notamment, lui et son père vont être très souvent en contact dans ces années-là avec O'Meara. Toujours lui, le fil rouge finalement. À partir de 1818, on le sait, il y a toute une série de publications qui transitent via Lascaz et O'Meara. Peter vous en reparlera bien entendu. Et le plan qu'on a vu déjà 2 fois a été publié une première fois en 1818 dans les lettres d'un store captain, et il le sera plus tard en 1823 dans le mémorial. Et donc en 1822, fin d'année 1822, il va aller à Londres pour négocier les droits de traduction du mémorial en gestation. Il y séjourne 3 mois et il va notamment beaucoup fréquenter O'Meara, qui vient de publier son Napoléon dans l'exil et qui commence à s'affronter avec Hudson Law. Depuis 1816, les Lascaz nourrissaient une certaine rancœur contre le gouverneur de Sainte-Hélène, avec qui les rapports avaient été très conflictuels, puisque Hudson Law était persuadé que de la petite colonie française, il était celui qui était le plus hostile. Son fils avait bien sûr juste assisté à tout ça. La détention au Cap, prolongée, elle avait été jugée arbitraire, et la conséquence des instructions de Law, ça avait alimenté encore cette acrimonie contre le gouverneur. Mais à cette date-là, il n'y a pas de haine entre les Lascaz et le gouverneur, et surtout pas de la part d'Emmanuel Pons, parce qu'ils ne connaissent pas encore une petite phrase que va leur rapporter O'Meara, et je vais vous la citer, c'est « Et monsieur, après tout, que fait la mort d'un enfant à la politique ?» Je vous l'ai dit, lorsqu'il a été expulsé, Emmanuel Pons était très malade. On a craint pour sa vie à ce moment-là. La seule chose, c'est que Hudson Law, voyant l'état du jeune homme, eh bien, il va dépêcher le docteur Baxter pour suppléer O'Meara, qui, pour une fois, ne peut pas aller soigner le jeune homme. Donc, ce qui fait que cette phrase est-elle réelle ? Ça, c'est une question que je me pose fortement, parce qu'on voit qu'il il est moins cynique, d'autant que dans ce que publie O'Meara sur la santé du jeune homme, eh bien, les choses sont beaucoup plus mesurées, beaucoup plus calmes. Reste que Emmanuel Pons crut ces paroles suffisamment véridiques pour vouloir, dit-il, en demander raison à Hudson Law. De fait, lorsqu'il apprend que Hudson Law est à Londres en même temps que lui, il va se dire que, il va aller à sa rencontre. Ce qui va se passer le 22 octobre 1822. Le jeune homme le retrouve à Paddington Green, non loin de sa résidence. Après l'avoir bousculé violemment, il le cravache en pleine rue et prend soin de remettre sa carte à l'offensé qui ne l'a absolument pas reconnu. Law a-t-il poursuivi le jeune homme avec son parapluie, ou bien est-il monté dans sa voiture? Là, les versions divergent. Vous comprendrez bien que celui qui poursuit avec le parapluie, c'est Law qui l'a écrit. Emmanuel espérait-il réellement un duel? Comme il l'a noté, l'ancien gouverneur ne lui a pas fait cet honneur. Il va porter plainte immédiatement et va lancer la police à ses trousses.
Trop tard, le jeune homme a déjà repris le bateau pour la France. Dans les jours suivants, eh bien, les trois hommes, Emmanuel Pons, O'Meara et Law, vont orchestrer l'affrontement par presse interposée. Pour enfoncer le clou, fin 1822, Emmanuel Pons va publier un petit opuscule qui reprend les détails de l'affaire et des extraits des souvenirs de l'Irlandais, ce qui vous montre la parfaite connivence entre les deux hommes. Et dans des termes emphatiques, Emmanuel Pons va justifier son geste par un geste d'honneur. L'incident va éveiller jusqu'à Wellington, qui va demander à ce que le gouvernement prenne position. Les choses vont se tasser, la presse ne va plus en parler, parce que l'affaire suivante, c'est le procès entre O'Meara et Hudson Law, pour lequel les Lascaz vont prendre fait et cause en 1823. Comme on est dans la gestation du mémorial, est-ce que c'est un coup politique, un coup médiatique, avant l'heure, je dirais, pour faire parler du mémorial? Peut-être. Ce qui est certain, c'est que ça prend vraiment cadre dans cet affrontement entre les deux hommes. L'affaire de Londres a une sorte de rebondissement en France en 1825, puisque le 12 novembre, Emmanuel Pons, qu'on commence à appeler le baron dans la presse, est victime, sortant de chez son père à Passy, d'une violente agression. Il va prendre un coup de poignard, enfin plusieurs coups de poignard, par deux individus que on ne va pas retrouver immédiatement. La justice va être saisie, on va faire une enquête, et puis on trouve tout de suite que Hudson Law est à Paris à ce moment-là. Donc Emmanuel Pons s'en est ému auprès de la préfecture. Il savait que Hudson Law était à Paris, donc s'il avait voulu un duel, il aurait pu l'avoir une seconde fois. Il ne va pas le faire, il ne va pas aller voir Hudson Law, mais il va y avoir cette agression. Et on retrouvera en 1826 et 1833 les deux compères, et on ne connaît pas les motivations, parce qu'en fait, en plus, les archives ont disparu. Donc, on ne saura probablement jamais pourquoi Emmanuel Pons a été agressé. Au-delà de ces activités qui gravitent autour de Sainte-Hélène et du souvenir napoléonien, très tôt, Emmanuel Pons va aspirer à une carrière publique honnête. Il est décrit honnête, droit. Il soutient toute sa vie les idées de justice et de liberté qui s'incarnent selon les grands idéaux de 89. Évidemment, comme tous les libéraux de son époque, il a fait sien, et pour cause, tous les préceptes issus du mémorial, et il va être un peu impatient de s'investir dans la vie publique. Le problème, c'est que la loi électorale de 1817 interdit de voter avant 30 ans et d'être élu avant 40. Il va envoyer une pétition à l'Assemblée pour pouvoir changer la loi qui sera changée en 1830, après la Révolution de Juillet. Révolution de 1830 dans laquelle il va se battre. On va le voir sur les barricades, on va le voir à l'hôtel de ville, il va devenir aide de camp de Gérard, qui est alors le ministre de la guerre. Pour ça, il va obtenir la Légion d'honneur et la médaille de Juillet. On lui promet aussi une préfecture. Il va refuser la préfecture, il va préférer une députation. Il va être député du Finistère à partir de 1830. Ce sera le plus jeune député de l'Assemblée de Louis-Philippe. Et il le restera 18 ans jusqu'en 1848. Il se dit indépendant. En réalité, il vote systématiquement avec les orléanistes, quelquefois avec les libéraux. Et la preuve en est, c'est qu'en 1932, lors de l'insurrection républicaine, il va même prendre les armes dans la garde nationale. En 1937, il va avoir une véritable mission diplomatique, puisqu'il va être envoyé à Haïti pour négocier les indemnités que cette république doit à la France. Et en récompense, il va être nommé conseiller d'État. Et il le restera également jusqu'en 1948. Il sera admis aux travaux du Conseil, même s'il est en service extraordinaire, il va être admis aux délibérations du Conseil et aux travaux des comités de la guerre et de la marine. Ses contemporains le décrivent comme droit et honnête, je l'ai dit, à la limite de l'austérité, caractère qu'il partage avec Bertrand. Et d'ailleurs, quand il se retrouve en 1936 dans les Antilles, je doute que le Rhum ait coulé à flot entre les deux hommes. Le jeune homme va se tenir en retrait de toutes les négociations autour du testament. Il va quand même représenter son père à plusieurs reprises, en 1939 aussi. Il va évidemment réclamer le retour des cendres. Il va appuyer en fait les demandes de retour des cendres et il va y participer. Et il va tout noter dans un livre publié en 1941. Et pour lui, c'est l'occasion de retrouver des émotions enfouies depuis 1816. Au retour, il va en revanche s'éloigner de la politique car il juge le gouvernement corrompu. Ce qui fait qu'il va beaucoup plus s'investir dans la franc-maçonnerie. Il est franc-maçon depuis 1820 et entre 1942 et 1946, il est grand maître adjoint du Grand Orient de France. Et comme en politique, il va y prôner l'intégrité et l'honnêteté. Il ne retrouvera la vie publique qu'en 1852 avec l'avènement de Napoléon III et il deviendra sénateur pendant 2 ans. Il ne se mariera qu'en 1854, quelques semaines avant son décès.
Alors, comme son père, on connaît très mal sa vie intime, il n'en a rien dit. Est-ce qu'il se marie pour régulariser une vie commune plus ancienne? Ça, je ne saurais le dire. Mais donc, ils sont très nombreux à suivre son cortège funèbre. Plusieurs panégyriques vont être publiés. Ce sont les seuls livres biographies réels de ce jeune homme. Merci de votre attention.